Si tu n'étais jamais né, on aurait peut-être eu la vie qu'on voulait. Les mots m'ont frappé comme des éclats de verre alors que je restais figé sur le seuil de la cuisine. Ma mère, Denise, n'a même pas levé les yeux de son verre de vin. Mon père, Elia, a simplement hoché la tête en signe d'approbation, faisant défiler son téléphone comme si je n'étais même pas là. À 17 ans, j'avais entendu des variations de ce sentiment toute ma vie, mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, quelque chose en moi s'est brisé net. Salut tout le monde. Avant de continuer, montrez votre soutien en vous abonnant et en disant bonjour dans les commentaires. Dites-nous aussi d'où vous venez. On adore avoir de vos nouvelles. Revenons à l'histoire. Je n'ai jamais demandé à être là, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Ils ont tous les deux levé les yeux, agacés d'être interrompus. Eh bien, ça fait deux, Zoé, a dit ma mère, sa voix pâteuse à cause de l'alcool. Tu crois que ça a été une partie de plaisir d'élever une enfant ingrate comme toi? Ton père et moi, on avait des rêves avant que tu n'arrives et que tu foutes tout en l'air. J'ai senti les larmes me brûler les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Plus maintenant. Quel rêve? Vous saoulez tous les soirs et vous plaindre de vos vies. Elia a frappé du poing sur la table. Fais attention à ce que tu dis, ma petite. Tu ne sais pas ce qu'on a sacrifié pour toi. Les opportunités de carrière qu'on a refusées, les endroits où on n'a pas pu aller, l'argent qu'on n'a pas pu dépenser pour nous parce qu'il fallait nourrir et habiller ta misérable personne. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Je suis resté là, 17 ans de rejet et d'abus émotionnels déferlant sur moi comme un tsunami. C'était le point de rupture. C'était le moment où tout a changé. J'ai regardé ces deux personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, et j'ai pris une décision qui allait altérer le cours de nos 3 vies pour toujours. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond fissuré, j'ai élaboré un plan qui germait dans mon subconscient depuis des mois. Il voulait que je parte? Très bien. Je disparaîtrais si complètement qu'il ne me retrouverait jamais. Mais je n'allais pas simplement m'évanouir. J'allais devenir tout ce qu'il disait que je ne pourrais jamais être, tout ce qu'il prétendait être impossible pour quelqu'un comme moi. Le lendemain matin, j'ai agi normalement. Bonjour, ai-je marmonné en attrapant une tranche de pain grillé. Ne t'attends pas à ce qu'on te conduise à l'école aujourd'hui, a dit Denise sans lever les yeux de son café. Débrouille-toi. C'est ce que je fais toujours, ai-je répondu, ce qui m'a valu un regard noir d'Elia. C'est exactement pour ça que personne ne te supporte, Zoé. Tu as 17 ans et tu crois tout savoir. Attends que la vraie vie te rattrape. Tu reviendras ici en rampant, en suppliant de l'aide. J'ai souri doucement. On verra bien. À l'école, j'ai retrouvé ma meilleure amie Keisha à notre endroit habituel près des casiers. Ma pauvre, on dirait que t'as vu un fantôme, m'a-t-elle dit en scrutant mon visage. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, ai-je dit, jetant un coup d'œil alentour. Mais tu dois me promettre de ne pas essayer de m'en dissuader. Keisha a haussé un sourcil. Ça dépend du plan foireux que tu prépares encore. Je me casse. Pour de bon. Ce soir. Les mots sont restés en suspens entre nous. Ses yeux se sont écarquillés. Zoé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont fait du mal? Pas physiquement, ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête qui faisait rage en moi. Mais je ne supporte pas un jour de plus qu'on me dise que je ne vaux rien, que j'ai gâché leur vie, qu'ils auraient préféré que je ne sois jamais né. J'en peux plus. Keisha m'a attrapé doucement le bras. Où tu vas aller? T'as pas d'argent, pas de famille qui pourrait t'accueillir. J'y ai pensé, ai-je dit en sortant un carnet rempli de mes plans minutieux. La sœur de ma grand-mère, tante Pearl, vit à l'autre bout du pays. Elle m'envoie toujours des cartes d'anniversaire avec son adresse. Elle ne parle plus à mes parents. Une grosse histoire de famille avant ma naissance. Je vais la contacter. Et l'école? Ton avenir? Je finirai l'école là où j'atterrirai. J'ai économisé chaque dollar que j'ai gagné en gardant les enfants Johnson. J'ai presque 800 $ cachés dans ma chambre. C'est assez pour un billet de bus et un peu d'argent pour survivre le temps que je m'organise. Pendant le déjeuner, j'ai appelé tante Pearl depuis la cabine téléphonique de l'école, mes mains tremblant en composant le numéro que j'avais mémorisé. Pearl à l'appareil, a répondu une voix chaude qui m'a immédiatement rappelé ma grand-mère. Salut, tante Pearl. C'est Zoé, ta petite nièce.
La fille de Denise. Il y a eu une longue pause. Zoé, ma chérie. Seigneur, je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis que tu es toute petite. Comment as-tu eu mon numéro? Sur tes cartes d'anniversaire. Écoute, j'ai besoin d'aide et je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. J'ai déversé mon histoire en chuchotements précipités, regardant nerveusement autour de moi. Quand j'ai eu fini, tante Pearl est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, ma puce, tu prends le premier bus qui va vers l'ouest. Je vais te faire un virement pour le billet. Il est temps que quelqu'un de cette famille s'occupe de toi comme il se doit. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi et j'ai attendu que mes parents partent pour leur sortie hebdomadaire au bar local. La maison semblait différente, comme si j'étais déjà un fantôme hantant mon ancienne vie. J'ai traversé la maison comme une ombre, ne rassemblant que ce dont j'avais absolument besoin. Quelques vêtements de rechange, mes économies, des documents importants que j'avais mis de côté, et une unique photo de ma grand-mère, le seul membre de la famille qui m'ait jamais montré un amour inconditionnel avant son décès 3 ans plus tôt. Pendant que je faisais mon sac, les souvenirs affluaient. La fois où j'avais gagné le concours de sciences et été rentré excité pour partager la nouvelle, seulement pour qu'Elia me dise que je me la pétais et que personne n'aime les je sais tout. Le jour où j'avais été au tableau d'honneur et où Denise avait dit qu'il était temps que je fasse quelque chose d'utile. Les innombrables fêtes d'anniversaire où j'étais allé seul parce que mes parents n'avaient pas daigné me conduire ou venir me chercher. Mon téléphone a vibré. Un texto de tante Pearl. L'argent t'attend à la gare. Le bus part à 23h30. Reste forte, ma puce. J'ai regardé ma chambre une dernière fois. Les murs étaient nus. Je n'avais jamais eu le droit de les décorer. Le bureau où j'avais passé d'innombrables heures à faire mes devoirs, espérant un seul mot d'encouragement qui n'est jamais venu. Le lit où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir plus de nuits que je ne pouvais compter. À 22h45, j'ai entendu leur voiture se garer dans l'allée. Ils rentraient tôt. Mon cœur battait à tout rompre en entendant leur voix se rapprocher. Je te jure, Elia, cette fille devient plus ingrate chaque jour, disait Denise. On devrait peut-être l'envoyer vivre chez ta sœur, a répondu Elia. Au moins, on aurait un peu de paix ici. Pearl? Cette femme ne m'a pas parlé depuis 15 ans. Et puis, elle gâterait Zoé encore plus qu'elle ne l'est déjà. Je me suis éclipsé par la porte de derrière aussi silencieusement que possible, mon sac de sport sur l'épaule. En m'éloignant de la maison, je n'ai pas regardé en arrière. Certains chapitres de votre vie méritent de se terminer sans un adieu. La gare routière Greyhound à minuit était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Un mélange d'âmes en peine, de travailleurs de nuit et de gens comme moi, fuyant quelque chose. J'ai récupéré l'argent que tante Pearl m'avait envoyé, acheté mon billet et trouvé un siège dans un coin où je pouvais observer tout le monde sans être remarqué. Le trajet en bus a duré 36 heures, avec de multiples arrêts. J'ai passé le temps à écrire dans mon journal, à planifier ma nouvelle vie et à penser à tout ce que je voulais devenir. Je ne fuyais pas. Je courais vers quelque chose de plus grand que le monde petit et cruel que mes parents avaient créé pour moi. Une femme de l'autre côté de l'allée, peut-être la quarantaine avec des yeux bienveillants, m'a offert des crackers vers la 20e heure. « C'est la première fois que tu voyages seul ?» m'a-t-elle demandé. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu. « J'ai quitté la maison à peu près à ton âge aussi », a-t-elle dit doucement. « Parfois, la famille dans laquelle tu n'es n'est pas celle qui est destinée à t'élever. Parfois, tu dois trouver ta tribu. » Quand le bus est enfin arrivé à la gare, j'ai vu une femme aux cheveux argentés et au sourire de ma grand-mère, tenant une petite pancarte avec mon nom. Tante Pearl était plus petite que je ne l'avais imaginé, mais son étreinte était plus forte que toutes celles que j'avais jamais reçues. « Allez, ma puce » m'a-t-elle dit en prenant mon sac. « Rentrons à la maison. » Maison. Le mot semblait à la fois étranger et merveilleux. Pendant le trajet vers chez elle, tante Pearl m'a mise au courant de l'histoire de famille qui l'avait séparée de mes parents. Ton père ne m'a jamais pardonné d'avoir dit ce que je pensais de la façon dont il te traitait quand tu étais petite. J'envoyais de l'argent pour ton anniversaire, des cadeaux de Noël, j'essayais de rester impliqué, mais ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. J'aurais dû me battre davantage. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, regardant le paysage inconnu défiler. Peut-être pas, mais je suis là maintenant, et nous allons nous assurer que tu aies toutes les opportunités que tu mérites. La maison de tante Pearl était tout ce que ma maison d'enfance n'était pas, chaleureuse, accueillante, remplie de livres et de plantes, et l'odeur de quelque chose de délicieux qui cuisinait toujours.
Elle m'avait préparé une chambre au mur jaune pâle avec un bureau près de la fenêtre. C'est magnifique, ai-je murmuré, caressant le bois lisse du bureau. C'est ici que tu vas accomplir de grandes choses, a-t-elle dit avec une certitude qui m'a coupé le souffle. Les premiers jours ont été une adaptation. Je sursautais à chaque fois que le téléphone sonnait, m'attendant à ce que ce soit mes parents exigeant mon retour. Mais tante Pearl s'en était déjà occupée. Je les ai appelés, m'a-t-elle dit d'un ton neutre au petit déjeuner, le 3e matin. Je leur ai dit que tu étais en sécurité et que tu restais avec moi. Ta mère a dit, je cite, bon, on aura peut-être la paix maintenant. Ton père a dit, faut pas s'attendre à ce qu'on la reprenne quand elle reviendra en rampant. Les mots auraient dû me blesser, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement. Ils avaient montré leur vraie couleur une dernière fois, et j'étais libre. Qu'est-ce que tu as répondu, ai-je demandé. Tante Pearl a souri sombrement. Je leur ai dit qu'ils venaient de perdre la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée et qu'un jour ils réaliseraient à quel point ils avaient été stupides. Puis j'ai raccroché. En une semaine, j'étais inscrite au lycée local. La conseillère d'orientation, Madame Rodriguez, a examiné mes relevés de notes avec surprise. Ce sont d'excellentes notes, Zoé. Tu pourrais facilement obtenir ton diplôme plus tôt si tu prenais des cours d'été. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un parlait de mon potentiel au lieu de mes problèmes. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Je veux commencer l'université dès que possible. Que envisages-tu d'étudier? J'ai pensé à toutes les fois où mes parents m'avaient dit que je n'arriverais jamais à rien, que j'étais trop stupide, trop difficile, trop pénible. Les affaires, ai-je dit fermement. Je veux construire quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Le lycée dans ma nouvelle ville, c'était comme entrer dans un univers parallèle. Les professeurs écoutaient vraiment quand je parlais. J'ai rejoint l'équipe de débat et j'ai découvert que j'avais un don pour la persuasion. Mes notes, déjà bonnes, ont grimpé en flèche maintenant que je ne marchais plus sur des œufs à la maison tous les soirs. Mon coach de débat, Monsieur Thompson, m'a prise à part après un entraînement. Zoé, as-tu pensé à postuler pour des bourses? Avec tes notes et ton éloquence, tu pourrais aller où tu veux pour l'université. Vraiment? La possibilité semblait trop belle pour être vraie. Vraiment. Il y a un programme de bourse complète pour les étudiants ayant surmonté des épreuves significatives. La date limite de candidature est le mois prochain. Ce soir-là, tante Pearl et moi avons travaillé ensemble sur ma lettre de motivation pour la bourse. J'ai écrit sur le fait d'avoir grandi en me sentant indésirable, sur la nuit où j'ai décidé de changer de vie, sur la force qu'il m'a fallu pour laisser derrière moi tout ce que j'avais toujours connu. C'est puissant, ma puce, a dit tante Pearl, essuyant des larmes. Tu vas changer le monde. 6 mois plus tard, j'ai reçu l'appel. Bourse complète pour étudier les affaires dans une université prestigieuse. J'avais 17 ans et je venais de gagner mon ticket pour un avenir que mes parents m'avaient dit impossible. Keisha m'a appelé ce soir-là, hurlant d'excitation. Ma grande, je savais que tu le ferais. Tes parents ne le savent même pas, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, et ils ne le sauront pas avant que je sois prête à leur dire. La cérémonie de remise des diplômes était petite mais parfaite. Tante Pearl était assise au premier rang, rayonnante de fierté. Elle avait invité toute sa congrégation de l'église, et ils ont applaudi plus fort que n'importe quelle foule quand ils ont appelé mon nom en tant que major de la promotion. Plus tard, au dîner de célébration, le pasteur de tante Pearl, le révérend Williams, a levé son verre. Parfois, Dieu nous place dans des situations qui semblent impossibles, non pas pour nous briser, mais pour nous montrer à quel point nous sommes forts. Zoé, tu es la preuve qu'avec la foi, la détermination et le bon soutien, nous pouvons tout surmonter. C'est à l'université que je me suis vraiment trouvé. Je me suis jeté à corps perdu dans mes études avec l'intensité de quelqu'un qui avait quelque chose à prouver, non pas à mes parents, mais à moi-même. J'ai rejoint la société d'honneur en affaires, j'ai lancé un programme de tutorat pour les étudiants de première génération et j'ai commencé à développer l'idée qui allait finalement me rendre riche. Au cours de ma 3e année, j'ai créé une application qui mettait en relation les étudiants avec des opportunités d'emploi à temps partiel. C'était simple, efficace et répondait à un réel besoin. En 6 mois, elle était utilisée sur 50 campus à travers le pays. Mon professeur d'économie, le docteur Martinez, est devenu mon mentor. Zoé, vous avez quelque chose de spécial. Cette appli pourrait n'être qu'un début. Avez-vous pensé à l'étendre après l'obtention de votre diplôme? J'y pense tous les jours, ai-je dit.
Mais j'ai besoin de capitaux, de relations, de gens qui croient en cette vision. Laissez-moi vous présenter à certaines personnes. Ces présentations ont tout changé. Au début de ma dernière année, j'avais des investisseurs, une petite équipe de développeurs et une vision claire pour construire quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Keisha m'a rendu visite pendant les vacances de printemps de terminale. Assise dans ma chambre d'étudiante, nous regardions le business plan que je peaufinais depuis des mois. Tu te souviens quand on avait 17 ans et que tu m'as dit que tu allais disparaître et devenir tout ce qu'il disait que tu ne pouvais pas être, m'a-t-elle dit. Regarde-toi maintenant. Tu es littéralement en train de bâtir un empire. Je n'ai pas encore fini, ai-je dit. Loin de là. La veille de ma remise de diplôme, tante Pearl m'a appelé. Ma puce, j'ai des nouvelles. Ta mère a appelé aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. Que voulait-elle? Elle a entendu parler de ton succès, d'une manière ou d'une autre. Les nouvelles vont vite, même quand on essaie d'être discret. Elle veut renouer les liens maintenant que tu réussis si bien. Je suis restée silencieuse un long moment. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ce bateau avait largué les amarres depuis longtemps, et que c'était elle qui avait coupé les cordes. 5 ans après l'université, mon application était devenue une plateforme complète connectant les étudiants à des opportunités, emploi, stages, mentorat, bourse. Nous nous étions étendus à l'international et étions valorisés à plus de 50 millions de dollars. J'avais 26 ans et je venais de faire la couverture d'un grand magazine économique en tant que l'une des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans à suivre. L'interview avait été longue et j'avais été honnête sur mon parcours. Grandir en me sentant indésirable, quitter la maison à l'adolescence, construire ma vie à partir de rien. L'histoire a trouvé un écho chez des gens du monde entier. Ma boîte de réception était inondée de messages de jeunes qui se reconnaissaient dans mon parcours. C'est à ce moment-là qu'Elia a appelé. J'étais dans mon bureau d'angle, surplombant la ville, quand mon assistante m'a appelé. Zoé, il y a un certain Elliot Johnson sur la ligne 1. Il dit que c'est votre père. Mon sang s'est glacé. Après 9 ans de silence, maintenant il voulait parler. J'ai fixé la lumière clignotante du téléphone pendant 1 minute entière avant de décrocher. Allô? Zoé? Ma chérie? C'est papa. Ma chérie. Il ne m'avait jamais appelé comme ça de toute mon enfance. Que veux-tu, Elia? Ma voix était stable, professionnelle. J'ai vu l'article de magazine. Je suis si fier de toi, ma puce. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Le mensonge était si éhonté que j'ai failli en rire. Vraiment? Parce que je me souviens très bien t'avoir entendu dire que je n'arriverais jamais à rien et que je reviendrais en rampant supplier de l'aide. Silence à l'autre bout. Puis, on a peut-être été dur avec toi, mais c'était seulement parce qu'on voulait te préparer au monde réel. Regarde comme ça a marché. Tu as réussi parce qu'on t'a appris à être solide. La tentative de manipulation était immédiate et sans vergogne. Ils essayaient de s'attribuer le mérite de mon succès après avoir passé 17 ans à me démolir. C'est ce que vous vous dites, ai-je demandé. Écoute, Zoé, a continué Elia, son ton devenant plus familier. La voix exigeante et autoritaire dont je me souvenais. Ta mère et moi, on traverse des moments difficiles. L'économie, tu sais ce que c'est. On aurait vraiment besoin d'un coup de main pour se remettre sur pied. Juste temporairement, bien sûr. Voilà. Il ne voulait pas de relation. Il voulait de l'argent. Combien, ai-je demandé. Eh bien, on s'est dit. Peut-être 50 000, juste pour aider avec l'hypothèque, rattraper quelques factures. C'est nous qui t'avons élevé, après tout. C'est juste que tu nous aides maintenant que tu t'en sors si bien. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, regardant la ville que j'avais conquise. Laisse-moi te demander quelque chose, Elia. Tu te souviens de ce que tu m'as dit le dernier soir où j'ai vécu chez vous? Ma chérie, c'était il y a si longtemps. On a tous dit des choses qu'on ne pensait pas. Tu as dit qu'on devrait peut-être m'envoyer vivre chez Tante Pearl pour que vous puissiez avoir la paix. Eh bien, félicitations. Vous avez eu votre paix. Vous avez aussi eu exactement ce que vous souhaitiez. Une vie sans moi. Ne sois pas comme ça, Zoé. On est de la famille. La famille. Je me suis levé, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. La famille ne dit pas à son enfant qu'elle aurait préféré qu'il ne soit jamais né.
La famille ne fait pas en sorte qu'une jeune de 17 ans se sente si indésirable qu'elle préfère tout risquer seule plutôt que de rester là où elle est censée être en sécurité et aimée. On a fait des erreurs, d'accord? Mais on est prêt à arranger les choses. On veut que tu reviennes dans nos vies. Non, ai-je dit simplement. Vous voulez mon argent. Ce n'est pas la même chose. La conversation s'est poursuivie pendant encore 10 minutes, Elia alternant entre culpabilisation, fausse nostalgie et exigence financière à peine voilée. Quand j'ai finalement raccroché, mes mains tremblaient, non pas de peur ou de tristesse, mais de rage face à leur audace. La nouvelle de la tentative de réconciliation de mes parents et de mon refus a fuité dans les médias. Le magazine économique qui m'avait fait connaître a publié un article de suivi intitulé « Le prix du succès, quand la famille revient frapper à la porte ». L'article a déclenché un débat national sur les familles toxiques, les limites financières et l'obligation des enfants qui réussissent envers leurs parents. J'ai été invité sur plusieurs plateaux télévisés pour en discuter. Dans une émission matinale très populaire, l'animateur m'a demandé « Ne ressentez-vous aucune obligation d'aider les gens qui vous ont élevé ?» J'ai regardé droit dans la caméra. Je ressens une obligation envers la jeune fille de 17 ans à qui on a dit chaque jour qu'elle n'était pas désirée, qu'elle avait gâché la vie de ses parents, qu'elle n'arriverait jamais à rien. Je lui dois tout ce que j'ai construit. Je lui dois la famille qu'elle n'a jamais eue mais qu'elle méritait. Je lui dois l'amour qui lui a été refusé. Je ne dois rien aux gens qui ont essayé de détruire son esprit avant qu'elle ne soit assez forte pour se sauver elle-même. La séquence est devenue virale. Le hashtag Team Zoé est devenu tendance sur les réseaux sociaux, avec des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de familles toxiques. Mais cette attention a aussi eu des conséquences indésirables. Denise est apparue dans une émission concurrente, jouant les victimes. Elle sanglotait en parlant à l'animateur de sa fille ingrate qui avait abandonné sa famille et était maintenant trop bien pour les gens qui avaient tout sacrifié pour l'élever. « Je veux juste retrouver ma fille », a-t-elle dit entre deux larmes de crocodile. L'argent n'a pas d'importance. Notre fille nous manque, c'est tout. La performance était digne d'un Oscar, mais je n'étais pas dupe. Et heureusement, la plupart du public non plus. Les commentaires sur les réseaux sociaux de l'émission étaient brutaux. Où était cet amour maternel quand sa fille grandissait? Incroyable comme sa fille lui manque juste après qu'elle soit devenue riche. La fille a dit qu'il lui souhaitait de n'être jamais née. Ce n'est pas un sacrifice, c'est de la maltraitance. 2 semaines après l'apparition télévisée de Denise, j'ai reçu un appel inattendu de Keisha. « Ma grande, il faut que tu t'assoies », m'a-t-elle dit, la voix tendue de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je viens de croiser ton cousin Deshaun à l'épicerie. Tu te souviens de lui? Le neveu de ton père. À peine. Pourquoi? Il m'a dit quelque chose qui va te faire voir rouge. Après que la tentative de tes parents pour te soutirer de l'argent a échoué, il raconte à qui veut l'entendre que tu leur as volé de l'argent avant de partir. Que tu as pris leur carte de crédit et que tu les as vidées. Que tout ce que tu as construit provient de l'argent que tu leur as volé. Le téléphone a failli me glisser des mains. Ils font quoi? C'est pire. Ils prétendent avoir des preuves. Et ils envisagent de porter plainte, sauf si tu fais de ce qu'il faut et que tu les soutiens financièrement. C'était du chantage, pur et simple. Ils essayaient de détruire ma réputation et de menacer ma liberté pour obtenir de l'argent. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocate, Sarah Chin, qui était devenue à la fois ma conseillère juridique et une amie de confiance au fil des ans. C'est une tentative d'extorsion, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation. Mais plus que ça, c'est de la diffamation. Ils répandent sciemment de fausses informations qui pourraient nuire à votre entreprise et à votre réputation personnelle. Que peut-on faire? Nous pouvons mettre un terme à tout cela de manière permanente. Envoyer une mise en demeure, exiger qu'ils se rétractent publiquement et leur faire comprendre que tout harcèlement futur entraînera des conséquences juridiques graves. Faites-le, ai-je dit sans hésitation. La mise en demeure a été signifiée à mes parents 3 jours plus tard. Elle décrivait exactement ce qu'ils avaient dit, fournissait la preuve que leurs affirmations étaient fausses et exigeait une rétractation publique sous 48 heures. Elle précisait également que tout contact futur avec moi ou toute tentative de profiter de ma réputation ou de lui nuire entraînerait une action en justice immédiate. Ils se sont rétractés dans les 24 heures. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Mon entreprise est entrée en bourse et vaut maintenant plus de 200 millions de dollars. J'ai écrit une autobiographie à succès sur la manière de surmonter les relations familiales toxiques et de bâtir sa réussite par soi-même.
J'ai créé une fondation qui offre des bourses et du mentorat aux jeunes issus de situations familiales difficiles. Tante Pearl, maintenant septuagénaire, reste ma famille la plus proche. Elle a emménagé dans la maison d'amis sur ma propriété il y a 2 ans, et chaque matin, nous prenons le café ensemble dans mon jardin. Elle ne dit jamais « je te l'avais bien dit », mais son sourire dit tout. J'ai épousé un homme merveilleux nommé David il y a 3 ans, un psychologue qui comprend le traumatisme et la guérison. Nous attendons notre premier enfant au printemps. Ce bébé grandira en sachant qu'il est désiré, aimé et capable de tout ce qu'il décide d'entreprendre. Mes parents ne m'ont plus jamais contacté directement, mais j'ai des échos par la famille. Elia a perdu son emploi à cause de l'alcool. La santé de Denise décline. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit et ont des difficultés financières. Certains pensent que je devrais me sentir coupable de leur situation. Ce n'est pas mon cas. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme nommée Alia. Elle écrivait « J'ai lu votre livre et vu vos interviews. J'ai 17 ans et ma famille me traite comme la vôtre vous traitait. Je pensais être coincé, mais vous m'avez montré qu'il y avait une autre voie. J'ai peur, mais je vais essayer. Merci d'avoir prouvé que nous pouvons devenir tout ce qu'il disait que nous ne pouvions pas être. » J'ai pleuré en lisant cette lettre, parce que je me suis souvenu de cette fille de 17 ans, effrayée, pensant qu'elle n'avait ni option ni avenir. La vérité, c'est que je n'ai pas disparu pour punir mes parents. J'ai disparu pour me sauver. Je suis devenu tout ce qu'ils disaient que je ne pourrais pas être, non pas par dépit, mais par amour-propre. La plus grande vengeance contre les gens qui essaient d'éteindre votre lumière n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de vivre si pleinement dans votre vérité que leurs opinions n'ont plus aucune importance. Parfois, la famille qui vous élève n'est pas celle qui est destinée à vous aider à grandir. Parfois, il faut se planter dans une nouvelle terre pour devenir qui l'on a toujours été destiné à être. Et parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour un enfant à qui l'on dit qu'il n'est pas désiré, c'est de lui prouver qu'il est digne de chaque belle chose que la vie a à offrir. Voilà, c'est mon histoire. Je sais que ça semble fou, mais je vous jure que tout cela est vraiment arrivé. Pensez-vous que j'ai eu tort de camper sur mes positions, ou auriez-vous fait la même chose ?